Alors, au nom de Caroline Fortier, la directrice générale de la RRQ, puis au nom du conseil d'administration, bienvenue à la première rencontre web numérique en réalisation organisée par la RRQ. Vous savez, il y a trois activités. La première est aujourd'hui, la deuxième est le 6 mai, et la troisième, c'est vraiment en plus petit comité. Il n'y aura pas de rencontre, plus ça va être une dizaine de personnes. Alors, voilà, je laisse la parole à Marie-Claude Gervais. Bien, bienvenue à tous et bienvenue aussi aux gens qui sont à l'extérieur des murs parce que pour la première fois, l'ARC diffuse live en streaming sur YouTube. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait signer la session de droit et tout. Et voilà, et bien, je voudrais aussi passer la parole à Mme Mélène Béliveau du Fonds Bell. Bonjour. Merci. Simplement pour vous dire que le Fonds Bell est fier d'être associé à la RRQ pour vous présenter la conférence de ce midi. Donc, sur ça, je cède la parole à Benoît Baudouin et Marie-Claude Fournier. Qui sont à l'extérieur des murs de l'ARC peuvent poser des questions via le lien en bas de l'écran. Et c'est marqué arclive.yahoo. À yahoo.quelque chose. En tout cas, en bas de l'écran. On va recevoir des questions live. Merci. Veux-tu qu'on se présente pour commencer? Oui, c'est une bonne idée. Veux-tu y aller? Vas-y. Non. Ah, c'est moi qui commence. Bien, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici pour vous partager notre expérience. Mon nom est Marie-Claude Fournier. C'est moi qui ai réalisé et coproduit Mes États nordiques. Et moi, j'ai ce qui pourrait peut-être vous intéresser. J'ai un background en télévision. J'ai travaillé comme assistante à la réalisation pendant longtemps dans le multicaméra. Puis après, j'ai fait de la réalisation dans des magazines. Et puis un jour, j'ai décidé, je vais faire du documentaire. Et je suis tombée dans le monde du web. Donc, c'est un peu ça ma présentation courte. Benoît, je te laisse la parole. Donc, je suis Benoît Baudouin, directeur des nouveaux médias à TV5 Québec-Canada. Je suis là-bas depuis 6 ans aujourd'hui. Et puis, avant, j'étais producteur web. J'ai développé des concepts en convergence avec des séries documentaires. Et je travaille dans le domaine de l'interactivité des médias numériques depuis une grosse vingtaine d'années. Donc, j'ai vu un petit peu l'évolution des plateformes au cours des années. Et puis, j'ai été coproducteur au nom de TV5 sur le webdoc Mes États nordiques. Alors, avant de commencer, je ne sais pas si vous avez eu la chance de naviguer un peu sur le site. Je vais faire une petite navigation avec vous, mais je vais un peu vous mettre vous raconter un peu l'histoire, comment ce documentaire s'est ramassé en web documentaire. Donc, à la base, ma collègue et moi, Anne Lagu, on avait comme une envie de faire quelque chose dans le Grand Nord. C'était un peu ça notre quête. Et Anne, je connaissais Marie-Christine, est allée la visiter, puis à l'époque, elle étudiait en journalisme et elle faisait déjà de la recherche sur la situation des professeurs dans le Grand Nord. Et puis, à partir de là, on a comme fait « Ah, c'est un sujet qui est intéressant, mais aller dans le Grand Nord, ça coûte cher. » Pour faire de la recherche, on avait comme... Le projet était un peu embryonnaire, puis ça faisait longtemps qu'on voulait déposer au Fonds TV5. Et puis, il y a eu l'appel de projet du Fonds TV5. On s'est dit, on va déposer quelque chose, on va proposer quelque chose. Ça va nous permettre d'aller sur le terrain, à la limite faire de la recherche, puis éventuellement travailler sur un long métrage. Mais finalement, c'est pas ça qui s'est passé. On a comme proposé, au Fonds TV5, il fallait faire une série de 5 capsules. Fait que déjà, il a fallu qu'on travaille dans une structure un peu éclatée. C'était pas un long métrage. Puis là, on avait comme regardé un peu qu'est-ce qui s'était fait au Fonds TV5 dans des séries documentaires. Il y avait souvent des portraits selon des thématiques. C'était souvent des capsules qui étaient reliées à un portrait d'une personne. Et là, on va proposer quelque chose de différent. On va proposer des thématiques, mais toujours avec la même personne. Donc, on avait déjà structuré la web-série en thématique, mais en suivant que le parcours de Marie-Christine. On a comme fait, on ne va pas prendre un professeur dans différents villages, on ne va pas prendre différents professeurs à la même école. On va vraiment suivre son histoire à elle et on va comme l'éclater en différents contenus selon des thématiques précises. La chance qu'on avait, c'est que Marie-Christine avait fait un blog. Au début, on ne savait pas si c'était avec elle qu'on voulait tourner parce que, bon, on connaissait la situation de Marie-Christine, mais on se disait, bon, est-ce que c'est la bonne personne? On a fait des recherches plus larges, puis finalement, quand elle nous a dit «
je renouvelle pas mon contrat. On a fait, il y a quelque chose d'intéressant ici. Fait que c'était notre porte d'entrée. C'était une porte d'entrée qui était facile. Avec le fonds TV5, les délais étaient courts. Donc, on lui a demandé, elle a accepté. L'école a accepté aussi. Donc, le processus s'est mis en branle. Elle avait un blog, donc on avait toute une recherche déjà écrite de son expérience. Puis là, maintenant, c'était de voir comment on allait pouvoir le faire en web documentaire. Et là, on a présenté ça à TV5 et c'est TV5 qui nous ont proposé de faire un web documentaire. C'était difficile de dire non. Moi, dans mon passage à l'INIS, on avait travaillé avec les gens de Médias interactifs, puis on avait un peu travaillé justement sur des structures de web documentaire, comment qu'on pouvait naviguer dans les contenus. Donc, on a accepté, on n'a pas réfléchi beaucoup. C'était une offre exceptionnelle quand même, on ne s'attendait pas à ça. Puis après, c'était de justement voir, on avait carte blanche. C'était vraiment, les filles, pensez-y, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez faire éclater tout le contenu de vos séries. Je me rappelle, c'était vraiment à nous que revenait toute la scénarisation de comment qu'on voulait naviguer. C'est sûr que les délais étaient courts parce qu'on partait au mois de mai. On avait eu la réponse, je pense, début avril. Fait que ça nous laissait un mois pour tout réfléchir sur comment scénariser ça. Fait qu'on a fait une espèce de pari. L'histoire de Marie-Christine racontait son choc culturel. Notre but, c'était de raconter un peu qu'est-ce qui se passe dans le Grand Nord, et ce, à travers les yeux d'une... On n'aime pas le terme blanche, on va dire halunat, c'est leur terme à eux. Et c'était ça qui était comme notre but, c'était de voir la situation du Grand Nord à travers les yeux de Marie-Christine, mais sans tomber dans ce portrait de statistiques comme on voit encore dans Le Devoir dernièrement, à quel point, les statistiques sont percutantes sur le problème d'alcool, violence, etc. C'était pas ça qu'on voulait. Alors, ce qu'on s'est dit, pour bien comprendre le choc culturel de Marie-Christine, on s'est dit, il faut bien comprendre c'est quoi qui se passe dans le Grand Nord. Nous, on avait vraiment fait une recherche en amont. Anne était allée là-bas, donc on avait déjà tout ce contenu-là. Et c'est un peu le pari qu'on a fait. On a fait, OK, on va garder la série comme telle, puis autour de cette série-là, il va y avoir tout un univers où on va comprendre le fonctionnement d'un village. Puis là, c'est là qu'on a comme, selon les thématiques qu'on retrouvait dans les capsules, on s'est dit, quelle thématique dans le village peut venir parler de ça? On était tellement submergés dans notre sujet qu'à un moment donné, on ne savait même plus qu'est-ce qui était pertinent de parler. Il y a quelqu'un tantôt qui a parlé de la durée de la lumière, quel point la lumière affecte les gens. À un moment donné, c'était ce genre d'information qu'on s'est dit, hey, on devrait peut-être parler de ça. Puis on se disait, non, c'est évident. Puis là, on était comme, non, on va faire des sondages auprès des gens qui ne connaissent pas le Nord pour voir à quel point les gens connaissent le Nord. Parce que nous, on était tellement dans l'ambiance du Nord qu'on voyait même plus qu'est-ce qu'on savait puis qu'est-ce que les gens savaient pas du Grand Nord. Donc, c'est un peu comme ça que, finalement, la structure du webdoc a été faite. Donc, avant de partir, on avait fait un petit tableau, on avait vraiment comme fait de quoi qu'on veut parler. Exemple, l'eau. Le système d'eau, on sait que c'est différent d'ici. Ça a des répercussions sur le travail de Marie-Christine parce que, elle, c'était son stress, Marie-Christine, qui manque de l'eau à la maison. Fait que, je veux dire, dans mon quotidien à Montréal, je n'ai pas de stress avec ça, savoir est-ce que je vais avoir de l'eau courante ou pas. Puis elle, c'était un stress. Donc, c'était tous des petits éléments comme ça qu'on voulait comme montrer. Et quand on est parti, on avait déjà structuré tout ce qu'on voulait montrer. On avait même structuré aussi à savoir comment on allait tourner. Les capsules, c'était très clair. On le faisait un peu mélange cinéma direct, des entrevues avec Marie-Christine. Mais quand on arrivait avec les Inuits, on se disait, c'est pas évident. On sait que c'est un peuple qui sont difficiles d'approche. On avait très peu de temps. On était là pendant 1 mois. On était juste 2. Moi, je faisais la caméra. Anne faisait le son. Donc, c'est là qu'on a comme fait, on pourrait faire un mélange de photos. Puis de juste faire des entrevues avec eux, puis les enregistrer directement. On avait un petit H4, un Zoom H4. On s'est dit, si on les enregistre avec un micro, puis on ne leur met pas une caméra directement sur eux, ça va être plus facile. Donc, c'est pour ça que les portraits sont comme ça, mais en même temps, ça permettait en faisant tous les portraits comme ça, ça permettait d'avoir des références dans les thématiques, dans les sous-thématiques. Ça nous permettait, on se disait, les gens, ils vont comme se retrouver, quand ils tombent dans ce portrait-là, ils vont savoir que c'est un portrait parce que tous les portraits sont faits sensiblement pareil. Puis c'est un peu aussi qu'est-ce qu'on s'était dit avant de partir. Le documentaire, il s'adressait au public de TV5, qui n'étaient pas nécessairement des gens qui naviguent tout le temps sur Internet. Donc,
pour nous, c'était très clair qu'il fallait que ça soit une navigation très simple. On n'avait pas la prétention de dire qu'on allait réinventer le monde du web. On ne voulait pas faire un jeu interactif avec ça. C'était vraiment une navigation pour que les gens comprennent où est-ce qu'ils sont et qu'ils puissent suivre l'histoire de Marie-Christine. Donc, je vous amène dans la navigation. Tu te rappelles-tu comment faire? Oui, contrôle. Avant de Oui. commencer à montrer la navigation, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est pourquoi TV5 a été intéressé par ce projet-là et pourquoi une coproduction? Oui, certain. Bien, dans le cadre du Fonds TV5, on regarde des séries web, donc ce qu'on appelle du contenu linéaire pour les plateformes numériques. Mais lorsqu'on a examiné ce projet-là, bon, je vous remets en contexte, on n'avait pas d'ambition de faire du webdoc, sinon que de le développer dans des modèles de convergence avec des producteurs télé. Mais si on regarde, il y a 2 ans, on était en plein questionnement du plan Nord. On avait aussi beaucoup d'intérêt de la part de notre auditoire sur toutes les questions du Nord, de l'environnement. C'était un projet qui arrivait vraiment là, parfaitement dans notre, je dirais, dans notre réflexion éditoriale multiplateforme à TV5. Et c'était clair que ce projet-là ne pouvait pas être fait en 5 capsules. À l'époque, on demandait des formats de 5 capsules au fond TV5. Donc, on s'est dit, voilà une opportunité pour tenter aussi, comme diffuseur, notre chance à titre de producteur parce qu'on avait aussi envie de suivre le projet de très proche et puis de le développer là, en termes de contenu avec les porteurs de projet, là, Marie-Claude et Anne. Et c'est ça. Donc, vraiment, c'était une conjoncture, je dirais, qui nous a permis de débloquer des budgets additionnels pour devenir coproducteur du webdoc. Aussi, on avait des équipes. On avait des équipes qui étaient parfaites à amener dans ce projet-là parce que c'était clair qu'il y avait un risque. On demandait à des gens qui avaient un projet linéaire d'aller vers un éclatement interactif. Et puis, c'est sûr qu'on voulait que la réflexion aussi nous amène plus loin que juste décliner sur chacune des capsules initiales des contenus additionnels. On voulait faire un travail de réflexion de fond et on avait déjà l'expérience avec une petite boîte interactive qui était tout à fait idéale pour venir travailler avec des créateurs de contenu linéaire puis réussir à faire un partage là, de connaissances et puis de savoir-faire qui fera en sorte qu'on arriverait à nos fins sans avoir déclenché le projet avec une équipe déjà formée. Ça aussi, c'est un autre élément à considérer, ce côté très multidisciplinaire-là. Donc, les conditions étaient réunies pour qu'on le fasse. Comment on fait, non? Donc, contrôle. C'est ça? Non. Pomme tab. OK, c'est pas ça. Ah non, OK. Hop. Pardon. Tab est où? Moi, j'ai pas de... Le tab, c'est le... Ah, OK. Ah, c'est oui. là, comme le Skype? ça. Non. Ça. Oui. Voilà. Ah, Oh, on est rendu. Donc, je vais vous le montrer, puis après, je vous parlerai des défis qu'on avait justement pour rendre le projet immersif et interactif. Je ne sais pas s'il y a du son, par contre, ou... Ah. C'est pas le... L'isolement aussi, beaucoup. Je pense que ça a été un des facteurs qui m'a le plus plu. En fait, Nicolas et moi, on a commencé à en parler peu après notre rencontre. Je lui ai dit que ça avait été un rêve des dernières années pour moi d'aller enseigner dans le Nord. J'avais décidé pour vivre l'aventure, pour rencontrer les Inuits aussi, qui vivent dans notre province et qu'on connaît si peu.
savais qu'ici, on pourrait vraiment se créer un petit cocon, puis être bien dans nos choses. Alors déjà, quand on avait scénarisé la série la série des 5 capsules, on voulait qu'on puisse choisir les capsules dans l'ordre qu'on veut. C'est sûr qu'il y avait une structure narrative, mais on voulait que si les gens tombaient sur la capsule 2, par exemple, ils puissent l'écouter puis que ça ait du sens, qu'ils n'aient pas l'impression de manquer une histoire, manquer le début de l'histoire. Je vais vous parler de la question tout de suite parce qu'on est là. Un des défis qu'on a quand on fait un webdoc ou un truc interactif, c'est que le navigateur, l'usager, se sente impliqué. Donc, on a eu cette idée de poser des questions qui étaient en lien avec la thématique. Donc, j'adore vivre autrement, m'adapter à une autre culture. Là, moi, c'est mon cas. Je dis oui. Et il y a 77 des répondants, puis ça change au fur et à mesure que les gens y vont dessus, qui sont d'accord avec moi. Le but, c'est que quand les gens regardent la capsule, après, peut-être que ça leur tentera plus. Ils vont avoir une réflexion de « j'aime ça finalement, me retrouver dans d'autres cultures ». Marie-Christine, elle a vécu ça comment? Alors ici, on voit un peu la structure qu'on retrouve dans toutes les capsules. Je vais vous amener voir cette capsule-ci, puis après, on va naviguer plus loin. Pas de publicité de forme. Lorsqu'ils m'ont engagée l'année dernière, ils m'ont dit ce serait quoi ma tâche pour 3e année, 4e année, 5e année. C'est un gros stress, ça, les classes multiniveaux comme ça. J'ai essayé de me préparer, mais il n'y a rien qui nous aide à la réalité d'ici. Je me disais, comment je vais faire? Il y en a qui ne parlent pas de français. Dans ma tête, je croyais qu'il y en avait qui parlaient très bien, mais non. Donc, c'était plus facile pour moi de partir de la base. On a repris l'alphabet du début. On a repris compter jusqu'à 10. Même mes grandes 5e années, on a repris jusqu'à 10. En fait, mes grandes 5e années ne savaient pas compter jusqu'à 100. Ils ne savaient pas les nombres. Le premier petit cochon est content ou triste de sa maison. Cette année, j'avais les 5e, 6e années. Puis Comme vous voyez, excusez, je vous coupe, mais on avait justement l'avantage du web, c'est qu'on peut amener différents contenus qui arrivent de nulle part, si on veut, ce qui, mettons, dans un film à la télé, on mettrait du super pour donner de l'information. Alors que là, bon, il y avait un point qui apparaît. C'est sûr que, bon, c'est à l'usager d'aller voir le point, mais ça indique, bon, on a un contenu relié à ça, vous pouvez aller naviguer puis en savoir plus par rapport à cette méthode-là. Ça revient souvent dans les capsules pour justement inciter les gens à se promener ensuite dans la navigation. peut-être vers la fin de l'année. Je suis allée vers la 5e année. Donc, ils ont progressé à pas de géant. Difficile, je peux t'aider. Excellent. Joueur. Maintenant, les élèves peuvent communiquer pour vrai. L'an passé, c'était des petites phrases ici et là. Puis cette année, on a des conversations. Puis ils parlent plus de ce qu'ils vivent à la maison. Puis c'est toute une chance de les avoir vus une deuxième année. Alors, quand on imagine en 2025, 2025, qu'est-ce que c'est maintenant? Non, c'est dans le futur. Alors, notre premier mot, c'est le futur. Parce que moi, en 2025, est-ce que je vais être ici? Non, ça va changer, là. Est-ce que des choses vont changer ou ça va être pareil? Changer. Est-ce que ça se peut qu'en 2025, il n'y ait pas de... Non, il y en a plus. Toi, tu penses qu'il y en aura plus? Ils veulent des roches, ils veulent aller dans les mines, ils veulent creuser des... Au départ, mes élèves, quand je leur demandais de persévérer, c'était hyper difficile. J'avais des crises, j'avais des crayons lancés ou cassés, des enfants qui pleuraient, qui disaient « Oh, moi, je veux plus! » On prend personnel, hein, on se dit « C'est moi, je suis pas bonne, je suis pas capable de... Je suis la méchante blanche sévère. » On sent vraiment comme le stéréotype du blanc qui est dominé ou je sais pas quoi. Là. Est-ce que c'est mal, tu penses, aller chercher la roche dans le sol? Ça peut être...
ça fait un trou. Elle est laissée. Il laisse le trou comme ça. Est-ce qu'il y en a, tu penses, qui disent que c'est une bonne idée pour avoir plus d'argent qu'à ça? Non. Alena, tu dois le dire. Tu penses qu'ils sont tous méchants? Moi aussi. Marie-Ève est méchante aussi. Est-ce que c'est tous les Harina qui sont méchants? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils sont méchants? Non, parce que En fait, tu te poses toujours des questions. Toujours, tu dis, est-ce que je respecte assez leur culture? Est-ce que je n'essaie pas d'imposer la mienne? Ils sont en train de construire. Qu'est-ce qu'ils vont faire en 2025? Regarde avec les policiers après tout ça. Toi, est-ce que tu veux faire ici? Oui. On va aller partager la boîte avec Jésus. L'année dernière, j'avais une élève de 5e année qui n'était pas capable de lire du tout. Un mot, c'était impossible. L'inaptitude, c'était la même chose. Donc, c'était un vrai problème d'apprentissage. Chez cette petite fille-là, c'était triste parce que je provoquais en elle une colère aussi. C'est pas un manque de travail. C'est une fille acharnée. Elle voulait tellement, puis ça nous rendait tellement triste de voir que ça ne fonctionnait pas. Puis cette année, ben, on a vu le déblocage. Là. avant, je n'ai pas parlé, maintenant je sais parler mieux et lire et écrire. C'était un défi personnel. Là. Je voulais pas partir d'ici sans qu'elle sache lire. Là. Donc, c'est une fierté. C'est cool de voir ça. En cas d'études, c'est un restaurant pour les adultes. On vient de manger de soupe de poisson, une soupe de poudre aussi. C'est quelque chose quand même. Nous, on a appris en français, c'est notre langue. Eux, ils commencent en université. Puis ils arrivent en 3e année avec une culture différente, une troisième culture différente, avec des exigences différentes. Tout change. Il y a tout est plus difficile pour eux s'ils veulent réussir. Il faut qu'ils aient une détermination, du tonnerre. Puis ils n'ont pas le soutien dans toujours à la maison. Ils vivent des choses grosses. Ces enfants-là, malgré tout, ils persévèrent. La motivation, je sais. Ils accomplissent comme une grande chose. Il y a des enfants comme ça. En fait, c'est juste pour ceux qui sont en live. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a un peu entrecoupé la présentation d'images plus statiques. C'est à cause des droits d'auteur. Donc, si ça arrive de nouveau pendant la présentation, ne vous inquiétez pas, c'est normal, on est en live. Désolée de vous avoir interrompu, mais on n'avait pas précisé. Un des défis, on va en reparler plus tard aussi des défis, mais il y a un défi quand on fait justement de l'interactif, c'est d'amener toujours l'usager à aller voir plus loin. Quand on va sur le web, on ne consomme pas le web de la même manière qu'on regarde la télévision. Déjà là, la télévision, aussitôt qu'il y a une pause publicitaire, c'est le défi, est-ce que le téléspectateur revienne après le 3 minutes de pause, 4 minutes maintenant? Là, ben, quand on est sur notre ordinateur, en ce moment, j'ai 3 onglets d'ouvert. Si mon Facebook, il fait fling, je vais aller voir mon Facebook, je vais aller voir mes courriels. Fait que le défi est vraiment d'amener la personne à rester. Puis ça, c'est le plus grand défi parce qu'il y a bien des sites que les gens ils vont aller voir par curiosité, puis au bout de 2 minutes, ils sont partis. Donc, tout de suite, nous, pour nos capsules, on avait le point de vue de Lizzie. On a décidé qu'à la fin de la capsule, on le proposait directement. Lizzie, c'est une professeure inuit qui travaille dans l'école. Et pour chaque fois que Marie-Christine aborde une thématique, bien, nous, on tenait à avoir le point de vue local sur la thématique. On retrouve également, si on vient dans le retour comme ça, on retrouve le point de vue de Lizzie aussi. Donc, les gens, ils pourraient aller juste voir les points de vue de Lizzie sans regarder les capsules. On a aussi
On avait toujours le segment Akangirsuk, qui était des trucs plus factuels sur le village. Ça, c'était seulement des photos habituellement, pas d'entrevue, sauf celui-là. Je ne vous le montrerai pas parce qu'il n'est pas dans le... On se permettait quand même de, des fois, sortir de notre structure. Mais ça, c'était vraiment quand même un truc intéressant, mais qui ressemble à un portrait. La force de la nature, c'est un territoire dont la nature affecte le quotidien systématiquement, ne serait-ce que par le temps de lumière, par les blizzards, par le froid. Donc, on avait décidé de faire la force de la nature. On a décidé de parler, comme ici, le calendrier de chasse-pêche, parce que les filles, bon, il y avait comme toute cette question d'environnement qui sous-tend le choc culturel de Marie-Christine. Bien, il y a quand même la question des mines que les enfants parlent, les répercussions à long terme sur l'environnement. Donc là, dans la force de la nature, on avait décidé de parler de la chasse, le calendrier chasse-pêche. L'école au nord, c'est pour certaines informations sur l'école, parce que l'école ne fonctionne pas comme ici au sud. Donc là, on a la méthode AIM, comme quand on voit Marie-Christine faire les gestes en parlant. Elle l'explique très bien ici. Ça ne revient pas. Bien, on a 2 ici, école au nord, parce que ici, je peux vous montrer rapidement. On a le système scolaire, comment ça fonctionne. Marie-Christine a dit, il arrive en 3e année, il y a une prof d'une culture différente. Bon, ça consiste à quoi au nord, arrivé en 3e année? Bien, on sait ici que la maternelle, 1re, 2e année, c'est en Inuktitut, puis là, après, jusque cégep et université, qu'est-ce qui se passe? Donc, on peut voir c'est quoi le cheminement scolaire des jeunes Inuits. Et ici, le point de vue de Lizzie et le portrait. Ici, c'est Elijah Gray, qui est un chasseur, justement, qui parle, lui aussi, de les décisions du gouvernement et quel impact ça a sur leur quotidien de chasseurs, sur leur chasse et pêche. Par contre, je veux juste vous montrer qu'on avait comme décidé d'avoir différentes manières de naviguer. On peut toujours aller ici puis changer de thématique, ou on pourrait décider de regarder tous les portraits. Donc ici, c'est plus subtil, on a des petites flèches. Et là, on voit tous les portraits qui ont été faits. Donc, systématiquement, vous voyez ici à gauche, on vient de changer de thématique. On va voir Mary Arrow, qui est mon préféré, fait que je vais vous le présenter. Arrivez-vous à lire ou...
Donc, vous voyez, ça, c'est les segments justement où on travaillait plus avec les photos, puis on faisait des entrevues seulement sonores avec eux. On avait aussi, avant de partir, on voulait vraiment comme s'imprégner de l'ambiance. Donc, on avait appelé ça un... Comment qu'on avait appelé ça? C'était pas des introductions, le mot de base, mais c'était un peu... C'est des paysages vidéo. Moi, je m'étais inspirée du No Comment à Canal+, qui est comme un segment où on voit un événement de l'actualité, puis il n'y a aucun commentaire. Fait que c'était un peu ça. On voulait comme mettre la caméra... C'est ça. On voulait mettre la caméra dans certains endroits, puis juste avoir l'atmosphère, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Puis finalement, ça nous a permis de faire des intros, ce qui n'était pas prévu à la base. On pensait que ça deviendrait un élément de navigation. Ici, donc, vous voyez, bon, il y a l'adaptation. Halunat, ça, c'était le choc plus culturel. L'adaptation, c'est l'arrivée de Marie-Christine. On a Mary Arrow qui parle de l'arrivée de l'école. La vie en communauté qui parle, bon, comment, en tant que professeur, on vit ensemble, parce que c'est quand même une réalité. Tu es isolé du monde, puis les profs, ça devient tes amis, puis il n'y a pas moyen de sortir du travail. Les imprévus, comment ça se vit à l'école et quel type d'imprévu il peut y avoir. Et tourner vers l'avenir, mais c'était plus... comment ça se passe et pour les élèves et le retour de Marie-Christine. Bon, après 2 ans au Nord, après le visionnement des capsules, la majorité des gens, mais en tout cas, moi, je reviendrai, puis on est 62 % qui reviendraient. On peut toujours passer la question si on laisse l'option aux gens. Je vais juste vous montrer un Force de la nature qui est c'est mon préféré. Je vous montre mes préférés aujourd'hui. La Force de la nature, souvent, c'était du vidéo. C'était un peu comme les segments qu'on se crée dans l'ambiance, des plans fixes. Et puis, ben là, ça fait un petit peu sombre, mais c'est quelque chose qu'on a vécu qui est assez exceptionnel. C'est la montée des glaces. Ça dure, je pense, 3 minutes où les glaces montent sans arrêt, sans arrêt. Et là, ici, ben, on a les explications qui... Là, on n'a plus de voix. Quand on tombe dans les forces de nature, c'est toujours de l'écrit. Le défi, c'était... Il ne fallait pas que ça devienne comme un article de journal. Et on ne voulait pas non plus que ça tombe dans des statistiques. On avait toujours ce défi-là qu'on est dans une ambiance. On arrive dans le Nord, on voulait que l'expérience soit immersive, que les gens rentrent dedans sans que ça soit un regard journalistique. On voulait qu'à la fin du visionnement, bien, les gens se fassent leur propre idée. Puis nous, on avait l'impression qu'on focusait vraiment sur le positif avec Marie-Christine. Puis le commentaire qui revenait beaucoup au début, c'est triste. On était comme, mais comment ça, c'est triste? Marie-Christine, elle a une super belle relation avec les élèves, ce qui n'est pas le cas pour tous les professeurs. La statistique au début dit qu'il y a des professeurs qui restent quelques mois. Il y en a qui vont rester des années, mais en moyenne, les gens restent 2 ans. Donc, le travail avec les élèves est toujours à refaire. Mais les gens nous disaient, bien, c'est triste parce que c'est une bonne professeure, puis finalement, elle quitte quand même. Donc, les gens étaient comme touchés à la situation des élèves inuits et de cette relation qui se brise à chaque 2 ans, que tout est à recommencer. Donc, les gens, ils vivaient ce que Marie-Christine vivait. Donc, là-dessus, bon, c'est... De dire que c'est triste, sur le coup, ça nous choquait, si on veut, mais en même temps, bien, ça veut dire qu'ils percevaient vraiment la réalité de la situation des professeurs avec les élèves. Et parallèlement à ça, on a comme une autre section qui est complètement à part, qui est, je ne sais pas si vous savez, c'est où Kangirsuk, mais on a un lien qui nous amène Google Maps et la situation du village, juste pour que les gens, là, on peut mettre des données plus factuelles. En fait, c'est un peu comme si c'est un livre ouvert sur notre recherche, finalement, documentaire. Et voilà, c'est le Kangirsuk. Et on se disait aussi, oui? Oui, ah, pardon. Et donc, voilà, Kangirsuk se trouve ici. Puis là, on ne pourra pas l'entendre au son, mais on a la classe qui est présentée justement. Là, on les entend chanter l'alphabet en inuktitut, dire oui ou non. Puis, à travers ça, on a aussi, on peut aller voir les mots en inuktitut qui sont traduits en français. On a joué aussi avec les élèves qui nous disent, bon, qu'est-ce qu'ils rêvent de faire plus tard, parce qu'il y a le regard aussi vers le futur. Quand Marie-Christine a dit, bien, toi, tu vas être à Montréal, toi, tu vas être à Montréal, toi, tu vas être à Montréal. Pour nous, on trouvait que c'était comme,
c'est quand même assez... ça dit beaucoup de choses, tu sais. Ils sont dans la modernité, eux aussi, puis c'est ce qu'on voit. Puis quand ils regardent la télé, ben c'est pas des images du Grand Nord qu'ils voient, c'est les mêmes images que nous. Et là, ici, l'Inuktitut, un petit cours d'Inuktitut. Quand on clique dessus, on entend justement comment le mot se dit en Inuktitut. Fait que là, je ne mettrai pas le son parce que ça va couper. Mais en gros, ben voilà. Je peux peut-être, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, je peux peut-être vous parler des défis parce qu'il y a comme plein de points aussi. Oui? Pour les portraits, comment vous faisiez pour traduire? On demandait à quelqu'un sur place. On a trouvé une traductrice sur place. Oui. Mais il y en a juste un, en fait, qui est en Inuktitut. Oui, il y en a un autre qui est en Inuktitut, mais il parlait aussi en anglais. Fait que ça. Puis on avait quelqu'un aussi à Montréal après qui nous a aidé à traduire. Ouais. La structure de votre scénario, de votre webdoc, oui. À quelle avancée était-elle avant de monter dans le Nord? Ou est-ce que vous avez organisé votre matériel un peu après? Bien, c'est sûr qu'on a organisé, c'est comme le processus de documentaire où tu écris 3 fois. Là. Fait que oui, c'était déjà écrit avant de partir. On avait un tableau en disant, OK, capsule 1, c'est ça, capsule 2, c'est ça, 3, 4, 5. Puis là, on avait vraiment fait, OK, force de nature, ça va être quoi? Ça ne devait pas s'appeler comme ça à la base. Mais tu sais, on avait vraiment comme un tableau quadrillé où on avait tout écrit qu'est-ce qu'on voulait aller chercher. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il a fallu lâcher prise parce que c'est impossible. Puis il y a d'autres choses qui se sont révélées à nous. Puis quand on est revenu à Montréal, bien, le défi, c'était que tout ça devienne un tout. Puis là-dessus, la part de TV5 est extraordinaire parce qu'eux, il y avait un regard extérieur. Il y avait ça. Nous, on était tellement dans notre projet, puis on est allé tourner au mois de mai, on a livré fin du mois d'août. C'était hyper rapide. Donc oui, c'était très préparé. Il fallait, parce qu'on savait que dans le cadre du fonds TV5, on ne pouvait pas travailler là-dessus pendant 1 an. Puis, donc, on savait exactement ce qu'on voulait aller chercher, ce qu'on voulait raconter, mais c'est du documentaire. Donc, on était collés sur la réalité. Il y a des choses qu'on ne contrôlait pas. Puis, quand on est revenu, bien, c'était justement, même de rediviser. Je me rappelle qu'on a eu des discussions sur les thèmes abordés. Est-ce que Marie-Christine parle vraiment de ça à ce moment-là? Est-ce que la capsule 2, c'était plus sur la méthode d'apprentissage, mais finalement, c'est pas la méthode d'apprentissage, c'est le choc culturel qui se trouve à être là. Mais c'est une excellente question. Puis, dans toute production interactive, il faut faire comme une cartographie des contenus assez rapidement. Ça, c'est comme la pierre angulaire. Après ça, ça va évoluer, mais c'est sûr qu'avec tous les gens qui ont des disciplines diverses qui vont venir mettre leur grain de sel à différents moments dans la production, s'il n'y a pas une vue d'ensemble, et puis c'est ce qu'on a fait avec les gens de Pliable qui ont assuré la programmation du webdoc au début, puis même le directeur artistique, on s'est assis et puis on a, avec Marie-Claude et Anne, fait une cartographie. On a dit, ça va exploser dans ces différentes directions-là et il va y avoir des grands blocs, des grands regroupements de contenu, puis on va vouloir faire des liens de cette manière-là. Ça, c'est bien important. Ça, c'était avant. C'est avant. C'est avant, parce que sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve juste à réorganiser par je dirais, préoccupations qui sont plus logicielles ou thématiques, alors que ce qu'on veut faire, c'est vraiment avoir une inspiration pour raconter une histoire du début à la fin dans un environnement qui est totalement éclaté. Mais est-ce que ça aurait été possible, sans aller sur place faire une recherche, si votre personnage principal n'avait pas fourni beaucoup d'optiques de regard? Je pense que ce projet-là n'aurait pas pu se faire si on n'avait pas eu le blog de Marie-Christine. Dans ces délais-là, non. Non, ça aurait été impossible. Parce que, puis Marie-Christine a été un personnage extraordinaire, ça devenait une collaboratrice. On pouvait s'asseoir avec elle et dire, écoute, nous, on aimerait ça, voir ce que les enfants ils vont faire plus tard, comment ils imaginent le futur, est-ce qu'on pourrait leur faire des dessins. Puis là, c'est elle et Marie-Ève qu'on voit dans la classe qui disaient, bien, on a un atelier avec eux, on leur fait faire des Legos des fois pour les faire parler parce que c'est pas des enfants qui parlent. Fait que là-dessus, ils nous aidaient, on va faire un atelier de Lego, puis c'est le fun de ta thématique, tu sais, Kangirsuk en 2025. Je vais l'intégrer dans ma semaine. Fait que, tu sais,
Mais moi, je savais du blog de Marie-Christine la manière qu'elle travaillait avec ses élèves parce que j'avais vu à un moment donné qu'elle disait, bon, je leur ai fait faire des bricolages pour parler de telle chose, pour apprendre le français. Fait que moi, je voyais comme toute sa pédagogie. Fait que je savais, puis j'ai beaucoup parlé avec Marie-Christine, hey, la fin de l'année, ça ressemble à quoi? Tu sais, elle a dit, je pense que je vais organiser quelque chose pour mes élèves pour une remise de bulletins. Tu sais, ça, c'est intéressant. Fait que je pouvais tout de suite le prévoir dans mes scénarios. Mais quand tu parles de blog, c'est pas tant que ça a contribué à produire du contenu, c'est plus que ça a initié la recherche. Oui, ça a initié, c'est ça. Mais dans les délais, tu sais, on n'aurait pas pu arriver à les tourner dans un mois, puis je pense avoir toute cette structure-là, puis tout ce contenu-là, si on n'avait pas eu ce cadeau-là. C'était un cadeau, là. Oui, mais pour répondre à votre question, moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait une équipe qui aille sur place. Parce que sinon, il y a tout le côté environnemental de ce webdoc-là, hein, où on est vraiment, on rentre dans un univers. C'est quelque chose qui peut se faire juste si on a vraiment des captations qui sont optimum, en très haute qualité, puis qui sont vues dans un regard où il va y avoir d'autres contenus déclinés dans cet environnement-là. Ça peut se faire, mais ça va prendre l'aspect vraiment d'un document beaucoup plus traditionnel, beaucoup moins immersif, si on le fait à partir de commandes de contenu ou d'un répertoire, d'un dépositoire de contenu déjà existant. Mais Marie-Christine, c'était écrit aussi son blog. Hein. Il y avait des photos, c'était écrit, c'était pas de qualité professionnelle non plus. Donc, c'était sûr qu'il fallait aller tourner là-bas pour faire le webdoc. Vous l'avez fait, sa connaissance par le web. Vous la connaissiez pas avant? Anne la connaissait, en fait. Anne la connaissait, mais on s'est posé la question au début, quand on voulait parler de ça, quand on s'est dit, OK, c'est notre thématique, on a fait un appel beaucoup plus large à travers la commission scolaire. Puis on a demandé aux professeurs, contactez-nous si vous voulez partager vos expériences. On a fait une recherche beaucoup plus large et on est revenu à Marie-Christine parce qu'on s'est rendu compte que Marie-Christine, sa réalité correspondait à la réalité de la majorité des professeurs. T'sais. Mais à la base, on connaissait Marie-Christine, mais on aurait pu tourner avec n'importe qui. On a essayé de voir au début comment on pouvait faire ce projet-là, puis on est revenu à Marie-Christine par après. Ça nous a confirmé que c'était la bonne personne avec qui tourner. Moi, j'ai une question, c'est plus par rapport à la réussite du projet, savoir comment était un peu vos Google Analytics, si les gens restaient longtemps, s'ils se tapaient les 5 épisodes, puis à savoir aussi quelle stratégie de publicité vous avez utilisée pour attirer les gens sur le site pour qu'ils sachent que ça existe. Les épisodes en tant que tels, les 5 épisodes, ils ont été rendus disponibles dans notre plateforme vidéo qui est TV5 Vidéo, dans le répertoire des productions qui sont faites au fond TV5. Donc, elles ont été vues là, puis elles ont été très bien vues. Donc, ça, je dirais, là, dans nos achalandages réguliers pour des bonnes web-séries documentaires. Le webdoc, il a obtenu un franc succès, là. On doit être à peu près à 60 000 visites. Je sais pas, peut-être 50. Entre 50 et 60 000 visites. La dernière fois qu'on est allé, ça fait plusieurs mois. Puis on a toujours une espèce de fonds de commerce qui roule. Là. Ça a été intégré à des programmes aussi de sensibilisation aux profs qui s'en vont dans le Grand Nord. Ça, c'est toujours très important. Autant, vous le savez, dans la production documentaire aussi, c'est de trouver là, des utilisations, des débouchés pour le contenu. Donc, nous, on est très satisfaits parce qu'un projet en convergence avec une série télé qui va obtenir entre 20 000 et 50 000 visites, c'est un projet qui est très réussi. Et puis ça, on peut même vérifier avec Hélène, qui est du Fonds Bell, elle pourrait vous le dire. Mais en général, là, au Canada, c'est ce qu'on voit. C'est des bonnes fréquentations. Tu as des projets qui sont extraordinaires, qui vont aller chercher 100 000 et plus, mais c'est rare. Nous, à TV5, il y a à peu près juste Sexe autour du monde qui a été chercher ce genre d'auditoire-là. Donc, ça a été très réussi. Au niveau de la promotion, on a été chercher nos gens à travers différentes approches. L'approche, évidemment, du Fonds TV5. Le Fonds TV5, on fait un lancement, puis il y a toute une campagne de promotion qui tourne autour du lancement des web-séries. On a fait des campagnes en ondes pour ça. Donc, c'est des choses qu'on doit faire 3-4 campagnes sur des productions web à chaque année. On a travaillé avec beaucoup, vous autres, au niveau des journalistes, des articles plus spécialisés. Oui, on a essayé, on a envoyé le lien à différents journaux. C'est sûr que, comme Benoît disait, il y a la commission scolaire qui
nous, à la base, quand on leur a demandé de faire un appel au niveau des profs, on ne voulait pas qu'elles soient impliquées pour des raisons éthiques. C'était comme on ne voulait pas qu'ils se mêlent du contenu. Mais finalement, ce qu'on a su, ils nous ont dit, écoutez, votre webdoc, nous, quand il y a des gens qui appliquent pour aller travailler dans le Grand Nord, on leur dit de regarder le webdoc. Puis ça, pour nous, c'était comme, OK, tant mieux, parce que c'est le public le plus niché qu'on peut avoir. Puis, c'est une validation. exactement, aussi, c'est une validation. Puis, dans les points, c'est quoi la différence entre un documentaire traditionnel puis un web documentaire? Bien, il y a une différence, là, ne serait-ce que par le fait que c'est disponible en tout temps. Un documentaire traditionnel, il passe à la télé, il va passer une semaine au cinéma, là, puis là, ces temps-ci, une semaine, c'est quasiment, on est chanceux, là. Mais lui, il est toujours disponible en tout temps. Puis je veux dire, ça continue. Cette semaine, il y a quelqu'un aux États-Unis qui nous a comme écrit pour dire « Hey, on a mis votre site à travers notre site pour les photos, puis ci, puis ça. » Puis on est avec des sites de Canon, Adidas. On est comme dans une sélection de 40 sites. Puis on était comme « Ça sort d'où, tu sais? » C'est des anglophones, tu sais, je veux dire. Le site n'est même pas traduit, fait qu'ils se promènent. Bien, ce qui a ramené le plus de trafic, c'est drôle, ça correspond aujourd'hui à peu près 10 puis ça s'est fait dans une seule journée. C'est les développeurs web qui ont décidé d'inscrire le site c'est un recensement des meilleurs sites au monde. Ils en choisissent 365 à travers le monde, puis ils font un livre. C'est un site par jour. Et nous, on est tombé le site du 12 et ça a été là, vraiment, là, on a vu là, exploser. Il n'y a jamais aucun contenu sur les plateformes de TV5 qui a été cherché autant de personnes que ça. Donc, tu sais, puis on ne le savait pas, on a vu ça, on pensait qu'il y avait un problème avec Google Analytics, puis c'est les gars qui nous ont dit non, on l'a inscrit. Donc, c'est le fun parce que ça a donné beaucoup de crédibilité en termes de concept de design. C'est sûr que les webdocs, c'est tout un défi d'aller chercher le public parce que ça fait partie des obstacles. C'est que le monde, ben, si on prend la comparaison avec la télévision, on a vu que quand il y a eu plusieurs chaînes spécialisées, ben, le public se divise aussi. Les gens ne regardent plus juste Radio-Canada puis TVA. Là, ils sont sur 35 chaînes. Fait que c'est sûr que là, tout d'un coup, les fréquentations, il faut qu'ils diminuent. Ça se peut pas là, que tout le monde ait 5 millions de codes d'écoute. J'exagère, en plus, 5 millions. Mais le web, c'est international, c'est vaste. C'est vraiment, les webdocs, la majorité des gens encore, ils ne savent pas c'est quoi. C'est une réalité. Les webdocs, souvent, ben, c'est les gens du milieu qui connaissent les webdocs qui se font, mais je veux dire, pour aller chercher un public qui est en dehors du milieu, c'est tout un défi. C'est vraiment un défi. C'est pour ça que quand on fait un projet sur le web, ben, moi, c'est un peu ma philosophie par rapport à ça, c'est d'aller chercher le public le plus niché possible parce que tu sais qu'il y a quelqu'un en bout de ligne qui va s'intéresser à ça, puis s'il s'intéresse à ça, bien, il va en parler à d'autres personnes. T'sais. Quand moi, je tombe sur quelqu'un qui connaît le Grand Nord, puis genre, ah ouais, j'ai fait un projet là-dessus, il est tout de suite interpellé, il le regarde, je sais qu'il va en parler. Hey, va voir ça, parce que ça va t'expliquer ce que je vis. T'sais. Puis ça, c'est revenu souvent des gens, des fois, qui nous écrivent sur Facebook, hey, j'ai vu votre webdoc, enfin, je peux expliquer à des gens. Quand je vais travailler dans le Grand Nord, ça ressemble à quoi? Puis pas juste des profs, là, ça peut être des gens aussi, il y a d'autres personnes qui vont travailler dans le Grand Nord. Là. Oui. Je te pose la question parce que j'ai entendu quelque chose d'étrange. Aller chercher un public le plus niché possible. Oui. Moi, il y a comme ma tête qui... Ben, il y a quelque chose qui... Oui, je peux peut-être le... Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'on nous dit, de manière générale, quand on fait des projets pour la télé, il faut aller chercher le plus de monde possible. Puis là, il faut aller chercher le plus pointu possible. C'est un bon commentaire parce que il y a une utilisation dans le contenu interactif qu'on ne retrouve pas en télé. Et puis, je pense qu'en télé, c'est vrai qu'on essaye d'aller chercher des auditoires, mais quand on regarde la façon dont on définit les cœurs de cible, en télé, on peut être très, très précis aussi. Hein? Donc, mais effectivement, comme le dit Marie-Claude, c'est très important de connaître ses champions, de savoir qui va utiliser le contenu ou qui va se l'approprier, disons ça, là, c'est peut-être plus adéquat. Et puis après ça, il y a un public qui va s'élargir. Mais si on n'est pas capable de définir les premiers utilisateurs d'un site, on va avoir de la misère. Je pense qu'il y avait... Pardon. Le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'argent. Dans un projet comme ça, il y a plusieurs sources, d'une part,
probablement plusieurs sources. Il y a la TV5, mais est-ce qu'il y a d'autres sources d'argent pour financer ça? Et comment est réparti le budget en termes de production sur place? Interactivité, donc toute la question programmation va prendre une partie importante du budget. Ouais. Et aussi l'essaimage, donc toute la publicité, la façon dont on essaime sur Internet qui est très, très différente de la façon dont on va faire une promotion sur la télévision ou le conventionnel. Donc, comment ça se répartit et dans le fond, quel est le budget total d'une production comme ça et comment il se répartit? Tu veux-tu répondre ou tu veux répondre? En fait, c'est un projet qui est assis vraiment sur juste deux sources de revenus, l'investissement des producteurs et puis, non, sur une source de revenus, l'investissement des producteurs des deux côtés, puis le fonds TV5. Au fonds TV5, on avait à l'époque un plafond de 20 000 pour des séries de 5 épisodes. Hein? C'est un fonds qui est vraiment dédié à l'expérimentation, au projet personnel. On a rajouté à TV5 environ 35 000 en argent pour supporter le développement puis accroître un peu, évidemment, là, les revenus des gens qui étaient partis sur le terrain, Marie-France puis Anne. Marie-Claude, pardon. Puis ensuite, il y a eu de l'investissement des coproducteurs, donc de Marie-Claude, de Anne, puis de Biche. Puis on a payé les membres de l'équipe. Donc c'est un projet qui est à peu près, quand on regarde là, la valeur des services qui ont été mis de part et d'autre, puis quand on regarde les investissements en argent, on est autour de 90 000 pour la production de ce webdoc-là. Mais il ne faut pas se le cacher, le webdoc, c'est le genre peut-être le plus prometteur, celui qui définit le mieux là où la convergence médiatique peut aller, mais c'est le plus mal aimé en termes de financement. Il n'y a pas de financement, à moins de vouloir faire quelque chose d'extrêmement complexe en termes technologiques et déposé au fonds expérimental. C'est pour ça que nous, quand on fait d'autres types de webdocs, on reste dans des structures de financement convergents parce que... Et il se ventile comment en fonction de la production vidéo et de la production informatique? Parce que toute l'intégration informatique aussi, ça coûte la peau. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Là-dedans, on était quoi, à peu près à 20 000 sur... À peu près, je ne sais plus. Tous les aspects de la production nouveaux médias, on est à 20 000. Donc toute l'intégration... Oui, les gens qui ont vraiment travaillé là-dessus. Là. Moi, j'assumais la partie plus, je dirais, producteur interactif à TV5. Donc, mon salaire n'est pas décanté là-dedans. Là. Bon, on peut ajouter, mettons, la partie producteur, qu'un producteur est très cherché. Mais sinon, on est à 20 000 sur vraiment les ressources qui ont travaillé, l'infographie, la numérisation, toute la préparation des contenus. Puis, de ton côté, vidéo, tu dirais combien? Je ne sais plus, hein, parce que nous, c'est sûr qu'on a eu un investissement aussi en temps. C'est sûr qu'avec TV5, quand il y a eu cette question de web documentaire, on a revu aussi le budget parce que ce n'était pas le même travail non plus. Je vous dirais de manière très honnête, puis ça, je pense que tous les gens qui font du web, on est un peu d'accord là-dessus, c'est pas un milieu qui est payant. On s'entend, là, le documentaire, déjà là, en ce moment, il faut travailler fort pour aller chercher des subventions. Mais le milieu du web, il n'y en a pas vraiment beaucoup d'argent, puis c'est une des raisons pourquoi les projets se font très rapidement aussi. Parce qu'on ne peut pas vivre pendant 2 ans avec ce financement-là. On arrive, point de vue salarial, là, on arrive à du 10 % un peu comme en documentaire, mais je veux dire, pour tout ce que ça demande, c'est sûr que, comment je dirais, est-ce que c'est rentable d'un point de vue monétaire? Je pourrais facilement vous dire non. Nous, on a fait le pari aussi que c'était comme notre premier projet documentaire. TV5 nous donnait une chance exceptionnelle de faire ça. C'est pour le fond aussi de la création numérique qui est destinée plus pour la relève. Moi, j'étais en changement de carrière, fait que ça me faisait comme une porte de visite. Mais d'un point de vue créatif, c'est rentable. Je veux dire, j'ai pu me permettre là-dedans ce que j'aurais pas pu me permettre dans un long métrage documentaire. J'ai fait, je suis photographe de formation, j'ai pu faire de la photographie, j'ai fait les images. On a créé un univers, c'est un travail d'auteur interactif. Je veux dire, là-dessus, je veux dire, c'est une chance inouïe qu'il y a quelqu'un qui nous a supportés là-dedans parce que, bon, on a encore des idées de webdoc en ce moment, Anne et moi, puis là, c'est comme, où est-ce qu'on va aller chercher le financement? Parce que même si
on a tout cet univers-là dans notre tête, bien, on a un défi, ça nous prend quand même de l'argent, tu sais. Fait que c'est sûr que si on développe un autre projet de web documentaire, il ne faut pas s'attendre que ça va être comme le projet qui... Oui, ça va payer le loyer et tout, mais je veux dire, c'est pas le projet qui va être le plus payant de ma carrière, mais c'est quand même un univers dans lequel je peux m'amuser, je peux explorer, je peux aller loin dans ma démarche. Ça, c'est quelque chose qui est comme super intéressant. Juste dans la même veine, je veux savoir en contenu monté, en contenu vidéo, en contenu au total, vous avez combien de minutes? C'est autour de 70 minutes si on calcule tous ces petits vidéos-là aussi. T'sais, on a déjà fait le calcul en termes de vidéos, pas de contenu informatif, là, parce que là, c'est difficile à savoir, parce qu'il y a des endroits, c'est écrit. Fait que ça moi, je l'ai calculé. Mais en termes de capsules, mettons, combien de capsules montées, combien de... Les capsules, on en a 5 qui font de 6 à 8 minutes. Fait que ça, c'est une trentaine de minutes. On a 4 portraits de 2 minutes à 2 minutes 30. Non, on en a 5. Il y a Lizzie, en plus, qui fait des 2 minutes. Fait que ça aussi, ça fait des 10 minutes. Tu sais, là, on est déjà rendu à au moins 40 minutes, plus d'autres petites vidéos. On l'a déjà calculé, là, c'est autour de 60. C'est à 2 heures. Moi, j'ai calculé quelqu'un qui veut vraiment passer au travers, là, de A à Z, là, c'est entre 2h30 et 3 heures. Okay. Pour voir tous les contenus. J'ai une question, Fon. Quand vous dites que c'est, selon vous, qu'est-ce qui est le plus porteur, mais en même temps, c'est difficile d'avoir du financement, puis vous essayez de faire des projets convergents, donc des projets de scénario, quelque chose qui peut avoir une portion télé classique, une portion web, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, je sais pas. Ben oui, si on tu veux. Y va. J'ai un peu une espèce de question perverse aussi qui va avec ça. Est-ce que vous avez été tenté de dire, bon, ben, on en fait maintenant une version linéaire qui pourra aller du début à la fin? C'était ça le but à la base. Mais je veux dire, une fois qu'on a fait le web documentaire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? T'sais, on a tellement été baignés là-dedans qu'à un moment donné, on était comme, OK, on passe à autre chose. On voulait poursuivre l'aventure dans le Nord, mais je veux dire... Mais ça se fait. C'est un modèle qui se fait. Chez les diffuseurs, on le voit de plus en plus en Europe. Je pense aussi qu'il y a un projet à Radio-Canada qui est né en premier sur le web, le projet des réfugiés, puis qui a fini sur un moyen-métrage documentaire. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est pour ça que quand je dis que c'est porteur, c'est que ça va chercher tellement de différents types de création, de réflexion autour d'un sujet. Ça permet d'imbriquer tous ces processus-là autour d'une même dynamique de création. C'est dans ce sens-là que c'est très porteur. Et puis dans ce sens-là, on revient peut-être un petit peu à des structures de studio, comme, bon, c'est pas étonnant que l'ONF fasse tant de webdoc. On voit qu'Arte en fait beaucoup aussi. Nous, on a pu, intramuraux, déclencher aussi un processus de webdoc. Chez Radio-Canada, ils en font. Donc, c'est sûr que un diffuseur, un créateur de programmation est bien placé pour faire du webdoc. Mais dans ce sens-là, je peux juste vous montrer, il y a un autre projet qu'on a financé, qui est en lien avec une série qui s'appelle Voyage au bout de la nuit. La série, c'est avec Philippe Desrosiers, qui a été produit pour montrer la vie dans les différentes... la vie la nuit dans différentes grandes villes. Et le projet, en fait, interactif lié à cette série-là, c'était de documenter tout le processus d'une création, de la production d'une série documentaire à l'international, à partir des différents corps de métier qui sont impliqués, à partir des enjeux de production. C'est une production qui a été très complexe aussi autant au niveau du producteur que de TV5. Elle s'est échelonnée sur 2 ans avant qu'elle ait trouvé les bonnes villes, le bon filon, la bonne façon d'écrire le projet. Et donc, ils ont décidé de tout documenter à partir de scènes de nuit qu'ils ont filmées dans les 8 villes. Donc, si je me déplace, vous voyez, il y a des petits points d'interrogation ici. Si je me déplace, c'est à l'infini, là. Je peux me déplacer pendant 1 heure comme ça. Et on voit passer des points ici. Des fois, c'est des petites enveloppes, des textes, des photos, des extraits vidéo. Si je clique dessus, en fait, c'est un peu comme si j'allais chercher la barre de temps ici. C'est tous les événements qui ont structuré la production documentaire
de la série Voyage au bout de la nuit, en plus d'aller en bas là, dans les différents corps de métier, puis aller voir des capsules vidéo qui nous renseignent sur qui fait une production documentaire, c'est quoi les enjeux, et puis dans cette production-là, comment ce métier-là s'est vécu. Donc ça, c'est un exemple qui a été cofinancé à travers une production convergente. Il y a eu le Fonds Bell qui a été impliqué là-dedans. Et puis, l'équipe a travaillé de concert à produire pour toutes les plateformes au fur et à mesure de cette longue production-là. Mais ça, c'est un peu comme deux projets. Si je reviens au projet de faire un long doc plus celui-là sur le même sujet, là, c'est plus la même dynamique. C'est-à-dire que si vous aviez fait un documentaire sur le Grand Nord, après ça, vous prenez ce que vous avez et puis vous décidez de rajouter des contenus, ce qui est un peu le cas de la série La Nuit. Bien, c'est pas tout à fait la même chose parce que la série La Nuit, le webdoc, est vraiment un complément. C'est ça, c'est ça, c'est-à-dire la différence, c'est-à-dire que, parce que dans la convergence, moi, ce que j'entends quand je parle à des diffuseurs, c'est l'idée qu'on va aller tourner un film, en même temps, on va arriver à quelque chose qui va aller sur le web. Alors, j'ai tout vu votre série, je l'ai regardée de A à Z, ça m'intéressait de voir un peu ça avant de venir ici. Puis j'essaie de comprendre, puis c'est une question que je vous pose, c'est comment vous auriez pu faire pour tourner un long métrage sur le même sujet, tout en tournant ça, est-ce que c'était possible? Ben moi, la manière que je l'aurais vu, moi, ce que je pense, c'est que si on arrive avec un long métrage par rapport à ce qu'on a tourné, ça va être sensiblement le même contenu, mais présenté pour une autre structure, pour être présenté soit à la télé ou en festival. On y a pensé de prendre les 5 capsules, puis d'en faire un film, parce qu'il y a quand même un début puis une fin, puis à travers ça, on aurait pu mettre les points de vue de Lizzie. La structure est là, hein. Ça n'aurait pas été long de le faire, c'est juste que, bon, à un moment donné, on a comme fait, on passe à autre chose, là. Parce qu'on s'est posé la question, parce que sinon, le contenu pouvait vivre en festival autrement que à travers une web-série, pas une web-série, un web-documentaire. Après ça, moi, c'est comme ça que je l'aurais vu en long métrage. C'est sûr que quand on est parti, au mois de mai 2012, il n'y avait plus cette idée de long métrage parce que on voyait là, que c'était un web documentaire, puis on l'a travaillé en web documentaire. Je pense que ça aurait pu se faire en documentaire long métrage au même titre ou en moyen métrage pour la télé, au même titre que l'inverse peut se faire. Il y en a des webdocs que les gens sont allés tourner sans trop savoir qu'ils allaient finir par faire un webdoc. Ils partent, ils vont chercher du contenu, puis finalement, le contenu, ça se prête plus en web documentaire. Il y en a quelques exemples. Je pense que les réfugiés, c'est justement ça. Puis moi, j'en ai vu d'autres Européens aussi qui sont comme ça. Mais là, ce projet-là, à la base, c'était une quête pour faire un long métrage, mais finalement, nous, on a l'impression qu'on a tellement fait le tour du sujet. On ne sent pas ce besoin d'y retourner, puis là, de suivre l'expérience d'un prof. On a l'impression qu'on a vraiment fait le tour de ce sujet-là dans le webdoc. Vous parliez d'un point de vue de production, de financement. Non, en réalité, moi, ce qui m'intéresse, parce que pour le financement, ça va, c'est sur la question du contenu. Hein. Parce que quand on fait un documentaire d'une heure, il faut qu'il y ait du souffle au niveau du contenu. Bon, dans ce cas-ci, vous avez un personnage qui est cette prof. Puis c'est certain qu'à travers toutes les capsules, on n'a pas nécessairement été dans le profond de son âme, nécessairement. Parce que quand on sort pour aller force de la nature, par exemple, je vais juste prendre ceux-là. Bon, l'école au Nord, peut-être que ça peut revenir parce qu'on est à travers un prof. Tous les contenus que vous avez mis en périphérie ne s'appliqueraient pas au documentaire lui-même. Ça serait plus difficile de c'est sûr que ça ne serait pas les contenus qui sont en périphérie ne se retrouveraient pas dans le documentaire, sauf que ben on pourrait avoir des moments dans le documentaire plus poétiques avec les images qu'on a tournées, parce que c'est sûr qu'on n'a pas tout non plus. Mais Lizzie, moi je trouve que ça c'est intéressant parce que c'est là où on voit que l'écriture est différente. Dans le documentaire, tu aurais eu la prof Inuit qui aurait probablement commenté à la suite d'une séquence sa relation avec Marie et Christine. Tandis que là, il faut vraiment suivre les propos de Lizzie en réaction à chacune des capsules pour s'imbiber de la position d'une prof Inuit par rapport au panorama de contenu qui nous est présenté. Donc, c'est écrit différemment. C'est ça. Techniquement, vous l'avez dit tous les deux, dans le fond, c'est pas avec ça qu'on gagne sa vie nécessairement pour l'instant, peut-être qu'un jour ce sera, mais ça devient intéressant quand les projets peuvent être multimédia, c'est-à-dire que
Moi, je me rappelle, quand on allait faire des tournages très, très loin, généralement, on nous demandait de rapporter plus de matériel ou plusieurs trucs pour financer la réalité, pour compenser. Le Nord, c'est absolument hallucinant, hein, c'est cher partout. Donc, autrement dit, si c'est des projets qu'on appelle convergents, donc où il y a, mettons, un documentaire, tu sais, moi, je me rappelle, je suis déjà parti où je faisais des trucs de 20 minutes pour une émission, des reportages pour les nouvelles. Et ce qui me permettait de le faire et de partir pendant un mois, mettons, dans l'Arctique, c'était que j'allais payer les billets d'avion et tous mes séjours en étant plus éparpillé dans des émissions donc, ou dans des médias. Et c'est ce que j'essaie de comprendre ici aujourd'hui, c'est comment je peux, moi, avoir une idée et utiliser ça pour être capable de faire le documentaire et en même temps avoir ce débouché-là. Donc, avoir un budget qui va être plus imposant réellement. Mais je dirais que le défi en tant que réalisateur, c'est que ça prend toute notre tête. Hein. Moi, en toute honnêteté, j'aurais pas été capable de travailler en parallèle sur un long métrage en même temps que le web documentaire. Il aurait fallu être 2 réalisateurs puis qu'on travaille en parallèle. Voyage au bout de la nuit, je pense pas que ce soit Arnaud qui a réalisé le webdoc. Hein? Non, il n'y a pas. Souvent, c'est ça, on retrouve des gens qui vont produire. C'est ça. Ils l'ont fait en collaboration avec le réalisateur télé. Et puis, il y a un concepteur interactif qui a travaillé, mais il n'y a pas eu de réalisateur web en tant que tel. Parce que ça demande la même énergie, sinon plus. Parce qu'on travaille dans une structure qui est différente. On travaille avec d'autres gens aussi. On travaille avec Pliable qui faisait comme tout le volet web. Donc, ça demande la même énergie créative. Et c'est ça. Moi, j'aurais pas été capable de faire un long métrage en parallèle. Puis je pense que si on veut que les projets se répondent, bien, il faut qu'ils soient lancés en même temps. Puis, c'est ça. Je pense que Voyage au bout de la nuit, c'est quelque chose qui est intéressant parce que la série raconte quelque chose, puis le webdoc raconte d'autres choses. Le webdoc, il raconte pas la série qu'on voit à la télé. Le webdoc, il répond à ça. Il y a un autre bon exemple pour ça, c'est Alphée des étoiles. Il y a le film qui existe et il y a le webdoc qui existe, qui sont 2 thématiques qui se répondent, mais en même temps, c'est pas la même équipe qui a fait les 2. C'est pas Hugo Latulippe, je pense, qui a fait le webdoc. À mon souvenir, c'est un autre réalisateur qui était impliqué. Puis la thématique, je veux dire, qu'on retrouve, c'est l'histoire des familles par rapport à la santé des enfants, alors que le film, c'est vraiment l'histoire de la fille de Hugo Latulippe. Fait que c'est comme ces 2 projets, tu sais. En tout cas, peut-être qu'éventuellement, ça va se faire, puis que c'est une manière de se faire, mais moi, je peux dire que quand on a fait ce webdoc-là, j'aurais pas pu travailler en même temps sur un long métrage. J'aurais pas pu avoir cette concentration-là de... Parce que c'est sûr que on a fait des deuils, là, on en a du stock là, qui a été tourné dans le Grand Nord, puis qu'à un moment donné, tu fais des deuils, puis tu l'enlèves, puis tu fais ça, ça rentre pas dans la structure, au même titre quand on fait un long métrage, puis on veut rentrer dans 1h15, puis on fait, OK, cette scène-là est bien intéressante, mais elle marche plus dans ma structure narrative. On a le même problème, hein? On n'a pas tout mis ce qu'on a tourné, parce que faut aussi que ça soit navigable. Moi, je pense que vraiment, ça prendrait 2 équipes. Tu sais, à la limite, tu peux tourner, puis tu reviens, puis tu dis à quelqu'un, regarde. Ouais. Question. Oui. Moi, je m'intéresse à la durée beaucoup. Oui. On dirait qu'il y a toutes sortes de... Je voulais vous entendre là-dessus. Court ou long, en fait, si on prend YouTube, si on se dit que YouTube, c'est un peu du web aussi, il y a des trucs qui sont immensément longs, des 2 heures, sur Start, puis ça se poursuit. Dans les webdocs, on a comme une idée d'un 2 minutes, que ça commence à être long à 3, 4. Vous autres, vous situez comment sur les durées? Bien, c'est parce que la notion de webdoc, elle est multiple. Là, on a montré un webdoc interactif. Donc, quand on regarde, on est vraiment au-dessus de 2 heures de contenu en ligne. Là. Si on regarde la notion de série documentaire pour le web, au fond, TV5, on met des limites à 7 minutes.
Puis on met ces limites-là parce qu'en quelque part, on veut rester là, dans des barèmes, mais ça pourrait très bien avoir 10 minutes, 15 minutes. Ça a tendance à... Ça fait 6 ans, moi, que je dirige le Fonds TV5. Et puis, au début, quand on avait des capsules de 3 minutes, c'était long, là. Puis là, aujourd'hui, même à 7 minutes, on en reçoit des 8 minutes. Donc, la durée se prolonge. YouTube, c'est un diffuseur de contenu tout azimut. On peut voir du long métrage, donc on est vraiment dans quelque chose qui est haute, là. Puis ils ont tendance à prolonger leur durée parce que de plus en plus, YouTube aussi devient ce qu'on appelle des OTT, over the top. Donc, il fonctionne avec un appareillage qui permet d'aller chercher du contenu YouTube comme du contenu télé et de le voir sur la télé. Donc, quand on s'installe devant la télé, on est plus longtemps. Alors, c'est un peu... moi, je dirais qu'il n'y a pas de règles. Par contre, tout ça, c'est dans l'écriture. Quand on écrit pour une série de petites capsules, quand on écrit pour de l'interactif ou qu'on écrit pour un contenu qui est plus long qui va finir sur le web, il faut le savoir, il faut l'organiser en fonction. Je ne sais pas si ça... C'est encore une question sur l'argent. J'essaie de comprendre. En fait, c'est ce que je suis venu chercher ici, comme vous dites, c'est savoir comment est-ce que ça peut être rentable sur le web. Je veux dire, est-ce que pour vous, ça, c'est un projet à perte ou c'est parce que vous avez des enveloppes à dépenser? Tous nos projets sont à perte à TV5 sur le web. Ben, on ne paye même pas la bande passante, hein, même avec la publicité, puis celui-là, on n'en a pas. Donc, celui-là, c'est vraiment un projet, je dirais, d'expérimentation. Bon, les projets de l'ONF, les grands projets de WebDoc, il n'y en a pas un qui est rentable. On n'est pas dans de la rentabilité. On est vraiment plus dans, je dirais, dans... Et ce que ça a permis de faire, mes États nordiques pour TV5, puis ça, c'est inestimable, ça a permis de nous positionner. On a gagné le Gémeaux de la meilleure production documentaire interactive. On a travaillé avec des gens exceptionnels qui n'auraient pas fait ce projet-là si on n'avait pas été là. C'est ça la forme de rentabilité. Si quelqu'un part un contenu tout seul, ce qu'on retient, je pense, de ce que Marie-Claude nous a expliqué, c'est que le projet doit être petit. On ne peut pas lancer des grosses équipes là-dessus. C'est comme ça qu'on réduit les coûts. C'est lié à des commandites, c'est lié à des crédits d'impôt, c'est lié à rien de ça? Bien, celui-là, non. Celui-là, là, il y a 20 000 qui vient du fonds TV5, qui est un fonds qu'on a créé puis qu'on finance à même nos opérations. Puis le reste, c'est un investissement qu'on a fait. Il n'y avait pas lieu d'aller chercher, par exemple, une commandite chez quelqu'un qui offre des services au Grand Nord? Ben oui, oui. Ben, on en a eu un peu pour les billets d'avion, des choses comme ça. On a eu des commandites, mais le WebDoc comme tel n'est pas commandité. Il n'y a pas de crédit d'impôt non plus? Non, parce que c'est sur le web. Il n'y en a pas au Québec. Il y en a dans... de diffusion là-dessus parce que c'est du web. Ben oui, c'est ça. Puis au niveau du numérique, il n'y en a pas. Dans toutes les autres provinces, il y en a des très bons. Même au Manitoba, c'est exceptionnel. Mais ici, malheureusement, on n'en a pas. Ça va peut-être venir. Mais c'est sûr que le principe, c'est pour ça que je vous parlais de convergence tantôt. Sinon, il faut trouver, je pense qu'une façon qui va peut-être pointer à l'horizon, c'est l'approche vraiment de contenu commandité. Il y a des gens dans le paysage industriel qui a besoin de WebDoc. Je pense que... Ce qu'on appelle contenu de marque, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça. Et puis, moi, être un créateur, j'y songerais parce que je lisais un article là, que dans les plus gros producteurs de contenu en ce moment aux États-Unis, tu as GE, tu as des compagnies qui produisent du contenu en lien avec leur marque. On avait vu un beau documentaire là, sur les sapeurs, les Africains qui s'habillent chic, là, tout ça, c'est Alexandre Gravel qui avait partagé ça. C'était un beau traitement documentaire lié à une marque. Oui, bien c'est ça, ça vient d'Alexandre justement, exactement, le producteur de Voyage au bout de la nuit. J'ai vu quelque chose qui a été fait en Thaïlande hier où c'est juste un feel-good movie où le nom de la compagnie d'assurance apparaît à la toute fin, mais après 3 minutes de feel good où c'est des bonnes actions, tu vois ça, tu fais « Ah, c'est fantastique », d'un coup, à la toute fin, compagnie d'assurance. Donc ça, c'est... C'est de la pure commandite, dans le fond. Tout à fait, exactement. Sur l'altruisme, en fait. Oui, sur l'altruisme. Puis ils sont probablement à 100% dans la structure financière, là. Il n'y a pas eu personne d'autre, là. Il y avait une question là-bas. Oui. Monsieur? Oui. Une question côté production, côté droit d'auteur, côté diffusion. Votre production, c'est une coproduction privée TV5.
est-ce que c'est la propriété de TV5 maintenant? Avez-vous le droit de le passer à la télé, je ne sais pas, à Radio-Canada ou ailleurs au monde? Bien, les droits appartiennent à 50 et pour les productions Pied de Biche et pour TV5. Donc, à toutes les fois que, bon, il est question de prendre des décisions, Benoît et moi, on se consulte. On n'a jamais, justement... Il ne me viendrait pas l'idée de le vendre à Radio-Canada. S'il passe à la télé, je pense que ce serait à TV5. Après, si c'est un diffuseur à l'extérieur du Canada, c'est à voir, mais il n'y en a jamais été question pour l'instant. Diffusez-vous sur votre propre site ou simplement en embed sur leur site à eux autres? En fait, il y a une adresse propre, hein? C'est mesétatsnordiques.tv5.ca. Tu peux aller direct sans passer par le site de TV5. Et c'est là qu'il est hébergé. Il est hébergé sous nos serveurs avec nos technologies vidéo. Est-ce qu'il est diffusé en embed sur votre site? Non, on n'a pas de site, nous. Il n'y a pas de site? Non. Mais s'il y avait eu un site, oui, on aurait pu le faire, certain. Oui? Oui, avec toute cette discussion-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui travaillait ou qui essaie de travailler encore en doc linéaire depuis longtemps, qui se sentent un peu obligés de réfléchir sur la possibilité web, mais évidemment, il y a les problèmes des structures financières qui semblent bloquées pour le moment, à part dans le cas des projets convergents. Selon vous, si je vous demandais de prévenir l'avenir, est-ce que vous pensez que le rétrécissement de l'espace pour le documentaire linéaire à la télé va éventuellement se transférer vers ce type de projet et est-ce que éventuellement le financement, les structures financières, les agences, le financement public pourrait évoluer dans ce sens-là? Bien, moi, je pense que c'est rendu là. Parce que quand on regarde les obligations du FMC où on doit investir dans du contenu numérique, c'est sûr que nous, ça nous a demandé de nous repositionner en termes de structure de site. Donc maintenant, une série documentaire traditionnelle, on l'élabore parce qu'on va chercher en général des compléments numériques qui sont financés en partie, là. On l'élabore avec des exigences de contenu qui vont permettre pas de faire quelque chose d'aussi raffiné, immersif, mais qui va permettre de faire une plateforme de contenu interactive autour de la série. Et c'est presque en partant, ça. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir des photos, des vidéos complémentaires. On va payer pour, là, mais on va le développer avec le producteur. On a un deuxième écran qui permet aussi de pousser durant la diffusion télé, avec la mise en onde, des contenus additionnels, des sondages, des questions. On greffe les réseaux sociaux à ça. Tout ça, tout cet environnement-là interactif, numérique, finit par donner ni plus ni moins un environnement du type WebDoc où il y a une interactivité où tu vas faire ta démarche pour aller plus loin. C'est pas encapsulé dans un WebDoc, mais c'est la pensée. Puis à mon avis, la télé va aller de plus en plus vers ça. La télé IP qu'on voit qui prend toujours de plus en plus de terrain au Canada, qui permet, à partir de ta télécommande, de ne pas regarder une chaîne comme on la regarde en traditionnel, de syntoniser TV5 puis de regarder une programmation linéaire, mais de sélectionner l'application TV5 puis de te promener dans le contenu TV5, bien, ça va permettre de plus en plus de produire des contenus pour la télé qui vont avoir cette forme-là. Moi, j'espère que le documentaire linéaire ne disparaîtra pas en tant que réalisatrice, parce que pour moi, c'est deux langages complètement différents. Puis je pense que les spectateurs aiment toujours se faire raconter une histoire. Ça, c'est... L'interactivité, c'est un défi que les gens veulent naviguer. C'est comme si l'usager se doit de peser sur un piton pour avoir du contenu. Je travaille avec des adolescents en ce moment. On crée un webdoc avec eux et ils m'ont dit, pour 2 semaines, « Ah, je suis pour retourner voir des documentaires. Moi, quand je veux écouter quelque chose, j'aime pas ça avoir à naviguer, à peser sur des pitons. » C'est des ados, c'est supposé d'être les publics qui consomment le plus d'Internet, puis ça me vient d'eux qui me disent « J'en fais un webdoc, mais j'en consomme pas. » Fait que pour moi, ça m'apporte une espèce de réflexion à savoir, est-ce que je pense qu'il...
Le site de l'ONF, il y a tous les films documentaires qui sont disponibles. Je veux dire, il y a autant de contenu linéaire qui se retrouve maintenant sur le web. C'est sûr qu'à un moment donné, comme Benoît dit, peut-être qu'il y a un ensemble qui va se faire qu'à partir de quelque chose qu'on écoute, on peut accéder au web documentaire puis avoir une autre manière de naviguer. Mais je pense que ça va être important aussi que les projets puissent vivre de manière linéaire, parce que les gens aiment ça aller au cinéma, les gens ils aiment ça regarder des trucs, les gens aiment encore ça. Là. C'est pas, je pense pas que c'est vrai que tout se passe sur le web de manière interactive. Sauf que l'espace pour le documentaire linéaire semble rétrécir et l'offre est plus grande que la demande. Donc on se demande, par le festival qui ne finance pas, qui est quand même la plateforme idéale pour faire connaître une œuvre, une meilleure condition, on ne sait pas où s'en aller parce que, évidemment, il faut se recycler pour penser. Mais je pense que c'est la crise. Je pense que c'est la crise du documentaire au sens large. Je ne sais pas si l'interactivité va répondre à ça. Je ne sais pas. Je me posais la question par rapport à ce que tu as dû abandonner parce que la vision, justement, linéaire de la réalisatrice dans ce cas-ci est importante. J'imagine que tu as dû avoir à abandonner certains trucs parce que la part de design impliquée dans ce travail-là est très importante. Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième chose, c'est en quoi est-ce que cette formule-là de navigation devient d'une certaine façon standard d'un projet à l'autre? Parce que justement, les dispositifs de navigation, à un moment donné, on en a fait le tour de la créativité là-dedans. Ça devient quelque chose, c'est un outil là, de navigation. Donc, ça doit être, à la limite, ancré dans la culture de navigation. Si tu ne veux pas toujours réapprendre à naviguer d'un projet à l'autre. Donc, c'est ça. La première question, c'est ce que tu as dû abandonner ou en quoi tu as été obligé d'abandonner des choses. Puis la deuxième, c'est en quoi ce système-là devient un peu une base de développement pour d'autres projets. Abandonner des choses, je pense que c'est dans le même titre que si ça avait été un documentaire linéaire où on abandonne, comme je disais tantôt, certaines scènes ou à la limite des personnages complets qui disparaissent. Là, je dirais le segment interlude que j'imaginais de contemplation, c'était ça. C'était les segments contemplation. Ça a été comme un truc que j'ai dû adapter. Puis à un moment donné, on s'est dit, ça va devenir des intros parce que on avait cette volonté que tout soit en image, en mouvement, en vidéo. Parce qu'il y a plein de webdocs que tu peux naviguer, puis bon, c'est des images fixes, c'est des photos, puis après, on peut naviguer. Nous, on avait cette volonté-là on est toujours dans une image vidéo. Donc ça en est un truc, un petit deuil, on va dire, là, que mes images de contemplation devenaient les introductions, puis il y avait la question dessus. C'est des petits deuils comme ça que là, le design prenait de la place. Sinon, le designer qui a travaillé avec nous a été exceptionnel. L'équipe Pliable et Scalpel au niveau du design, ils ont été extraordinaires, vraiment, parce qu'ils ont écouté nos besoins. Ils nous ont jamais imposé des choses. Ils ont vraiment fait une structure en fonction de ce qu'on aimait. Martin, au niveau du design, on y est arrivé, on lui avait donné des inspirations d'art inuit, des choses qu'on aimait. Lui, il regardait nos photos, puis il est arrivé, écoutez, moi, les filles, je ferais ça comme ça, comme ça, comme ça, puis on était comme... Ben oui. À un moment donné, c'est un espèce de lâcher-prise on travaille avec des gens qui font du web, puis il faut leur faire confiance. Puis c'est sûr qu'on a ajusté des choses, mais en même temps, eux autres, il y avait aussi une vision. Puis c'est là que les rôles aussi changent, tu sais, à savoir... on en discutait justement avec Marc-France et Marc-Claude par rapport à qui a fait la réalisation du site web. C'est un petit peu difficile à dire parce que c'est Anne et moi qui sommes les auteurs. La structure, la scénarisation, ça vient de nous, etc. Mais la réalisation du site web, bien, ça devient un travail d'équipe parce que bien, c'est pas nous qui avons créé ce design-là. C'est pas nous qui avons comme tout fait la structure de navigation. Fait que là, ça devient plus flou. Quand Benoît a dit c'est vraiment un amalgame de plusieurs, des gens qui viennent de différents milieux, bien, c'est une réalité. Moi, je ne peux pas arriver demain matin et dire je fais un webdoc toute seule. Là. Non, j'y arriverai pas. Puis ton autre question, c'était par rapport... Justement, cette invention ah oui, mais... va pouvoir servir à d'autres projets? Bien, en fait, c'est unique. La navigation d'un webdoc à l'autre est toujours unique. C'est vraiment, il n'y a pas de recette. Puis c'est ça aussi qui est le défi, justement. Tu sais, quand moi, je disais que nous, on avait cette volonté que les gens se retrouvent, que quand ils voient un portrait, bien, ça soit toujours sensiblement la même chose pour qu'il y ait un sentiment de sécurité quand tu navigues. Tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais il n'y en a pas de recette.
je ne sais pas si vous connaissez Fort McMoney, qui est comme Prison Valley. C'est un jeu, c'est à la limite comme un jeu vidéo documentaire où on se promène, mais la structure est complètement éclatée, là. Tu t'en vas là-dedans, puis tu ne sais pas trop où est-ce que tu t'en vas. C'est complètement une autre manière de faire un webdoc. Si on prend Voyage au bout de la nuit, puis là, c'est la route, bien, moi, j'ai navigué dedans, puis je ne l'avais même pas vu, cette route-là. Tu sais, c'est vraiment... Quand tu fais un webdoc, tu as une liberté de navigation à créer la navigation en fonction de ton contenu, mais il y a toujours la liberté de l'usager de naviguer comme il veut dedans. Puis c'est toujours ça, c'est cette liberté-là qu'il faut que tu laisses à l'usager. C'est ça. Si on avait une structure prédéfinie puis qu'on laissait les utilisateurs, les consommateurs du contenu se promener dans une structure, bien, en fait, on n'aurait pas de position d'auteur. On n'aurait pas créé un cheminement, un récit interactif. La notion, on parle beaucoup de nouvelle écriture, c'est un peu ce que, dans le fond, ça met des mots sur le concept du récit interactif où on sait qu'au début, la personne va rentrer, c'est sûr qu'elle va pouvoir aller où elle veut, mais nous autres, on a quand même pensé qu'il y a quand même une séquence qui va s'établir et puis à travers le cheminement de la personne, il va y avoir une histoire qui va être livrée. Et ça, je pense que le propre du webdoc, c'est de rester quand même dans cet exercice-là qui est très fondamental d'écrire quelque chose. À côté, on a des structures de sites comme on est en train de développer pour les chaînes de TV5 où on va retrouver les compléments, les contenus complémentaires accessibles d'une manière assez systématique à chaque fois, d'un projet documentaire à l'autre. Mais là, on est dans des répertoires de contenu. On n'est pas dans une écriture interactive. Mais c'était un élément qui s'est ajouté à la fin? Non, au début. C'est la première chose qu'on a fait. Okay. C'est toujours l'analogie, la façon les wireframes qu'on appelle. Oui, c'est ça, la structure faite de fer. L'analogie par rapport à, justement, un concept de navigation, c'est quelque chose qui s'est établi au début. Oui. Juste pour vous dire, c'est qu'il reste pas tout le temps, on va prendre 2 questions. Il y en a 2, ça donne bien. Est-ce que ça aurait été pertinent de prendre ça et d'en faire une application? Est-ce que la question s'est posée? Est-ce que c'est des coûts incroyables? Ça, je peux peut-être prendre oui, ça. Eh bien, on a été chanceux encore une fois, les gars, on l'ont fait pour le web, puis après ça, c'était tellement parfait pour la tablette qu'on a demandé qu'il soit adapté. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle du responsive design. Vous entendez ça souvent, là. C'est un concept adaptatif qui fait en sorte que le même contenu, selon qu'on vient d'un appareil ou d'un autre, va être vu puis va être optimum. Hein? La notion d'optimum, c'est important. Évidemment, ce n'est pas un contenu qui est intéressant pour un iPhone ou pour un Android. Donc, on a vraiment misé tablette. Moi, je crois beaucoup que les contenus maintenant, aujourd'hui, ils doivent être planifiés pour la tablette presque en premier. Vous allez voir que le premier écran qui va définir les autres, ça va être la tablette. On navigue sur une télé comme on navigue sur une tablette. L'ordinateur peut s'adapter. La tablette, c'est le propre de l'interface facile, intuitif. Je ne vois pas d'intégration réseaux sociaux. C'est un choix. On a décidé de ne pas utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir, d'une part peut-être pour promouvoir, mais pour interagir avec... Vous ne le voyez pas, mais ils sont en bas. C'est ça, il y a un petit j'aime dans le bas. Là. Ici, on retrouve le j'aime de Facebook. On en a quelques-uns. Il y a Twitter. Ouais, Google+. Est-ce que les réseaux sociaux ont été utilisés dans la promotion de cet événement-là? Oui, via la page du Fonds TV5. Nous, on avait aussi, on a parti une page pour Mes États nordiques aussi. De ce que je connais aussi par rapport au webdoc, il y a aussi cette philosophie d'utiliser le monde du web pour faire la promotion, de vraiment aller chercher comme les gens qui, dans leurs propres réseaux sociaux, puissent parler du projet. Nous, on a essayé de contacter les commissions scolaires à travers le Québec pour dire « Hey, on a un projet qui parle des profs, tu sais, ça peut intéresser tout le monde, ça parle d'enseignement. » Donc, on a essayé ça, tu sais, Là, après, c'est toujours à savoir est-ce que les gens vont accepter, parce que des fois, il y en a qui disaient on ne peut pas faire ça avec nos membres, les contacter pour des choses comme ça, mais à la limite, ils peuvent, eux, sur leur page, parce que tout le monde a des pages Facebook maintenant, fait que là, après, ça devient à leur choix de faire la promotion. Ça devient comme des échanges, si on veut,
Exemple, quand je vous disais que notre site s'est retrouvé sur un site américain, bien automatiquement, nous, on a comme mis cette nouvelle-là sur notre page Facebook, fait que ça leur fait de la publicité, eux autres aussi. T'sais, c'est comme ça devient des échanges de bouche à oreille, si on veut, là. C'est comme ça que les médias sociaux y ont été utilisés, mais directement, on ne voulait pas que les gens commentent sur le site parce que là, après, bien, ça demande une autre gestion. Il aurait fallu qu'il y ait des gens qui soient là-dessus. C'est pas comme, mettons, un site qui s'adresse à des adolescents où on sait que les adolescents, ils aiment ça, chatter puis donner leur opinion. Puis là, bien, ça te prend un modérateur, quelqu'un qui va intervenir avec eux. On s'est posé la question au début, on le fait-tu ou on le fait pas? Puis même, on se demandait, est-ce qu'on intègre le blog de Marie-Christine aussi là-dedans? Puis finalement, non. On a vraiment décidé de faire un webdoc fermé où que les gens puissent naviguer, mais sans interaction quelconque. Puis je pense que ça n'allait pas non plus avec le public cible. Ça n'allait pas avec les gens qu'on ciblait de les faire réagir par rapport à ça. Avez-vous déterminé le public cible avant de faire ou pendant que vous faisiez ou à la fin? On le fait toujours, puis c'est une exigence quand on demande, dans les principes directeurs pour le Fonds TV5, là où tout le projet a commencé, on demande dans le formulaire de préciser le public cible et la façon dont ce public-là va être atteint. Donc, on avait une bonne idée. Mais il se fragmente, hein, c'est ça aussi, là. Il y avait justement, on savait qu'on allait intéresser les profs, on allait intéresser les gens qui travaillent dans le Grand Nord, ça c'est un public niché. On allait, après ça, on a élargi, on savait qu'on allait intéresser les adultes du 25-54 pour le grand bloc, puis après ça, on a réduit un cœur de cible plus au niveau de la mi-trentaine. Mais on avait quand même la volonté que le site soit facilement navigable pour des gens de 50 ans et plus qui ne vont pas sur Internet nécessairement. Ça, à la base, ça, c'était très, 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 très clair. Il faut que ça soit facilement navigable. Il ne fallait pas que ça devienne compliqué quand les gens rentrent dedans et ils fassent je m'en vais où? Non, on voulait vraiment mettre ça le plus simple possible parce qu'on ne s'adressait pas vraiment à des ados qui étaient sur Internet, c'est comme un challenge de trouver des choses, puis qui communiquent là-dessus. On ne s'adressait pas à un public d'adolescents. Voilà. Merci d'être venu. On ne l'a pas dit au début, mais ça fait plaisir de voir une salle remplie comme ça qui s'intéresse à un projet qu'on a chéri puis qu'on chérit encore. Là, je le revoyais et je me disais, vraiment. Merci beaucoup d'avoir prêté au jeu. Je voulais vous demander pour les personnes qui sont à la maison, qui regardent, si vous pouvez nous envoyer un petit courriel pour nous dire que vous l'avez vu ou qu'est-ce que vous en avez pensé aux commentaires. Et on vous donne rendez-vous le 6 mai. Merci à tous. Merci.